À tous. Vous attendiez à retrouver Dominique Leglu, que vous connaissez bien. Hélas, la directrice éditoriale de Sciences et Avenir n'a pu se joindre à vous pour des raisons de manque de train. J'ai le plaisir de la remplacer cet après-midi et en guise de présentation, quelques mots sur moi. Je suis Valérie Laramé-Tannenberg, journaliste plutôt versée dans les questions de climat et d'énergie. Je vais néanmoins tâcher de faire bonne figure auprès de vous en animant cette table ronde consacrée à la production d'un discours propre à convaincre opinions et décideurs qu'il est indispensable de sauvegarder la biodiversité. Les journalistes travaillant sur l'environnement et l'écologie tentent chaque jour de résoudre cette équation sans avoir trouvé la réponse. C'est un peu comme lorsqu'on demandait à Jean d'Ormesson s'il existe une recette pour écrire un best-seller et l'académicien de répondre systématiquement oui, mais personne ne la connaît. La biodiversité, c'est un peu la même chose pour nous. C'est peut-être même pire, je dirais que le problème est systémique. C'est comme les microbes. Il y avait un peu de crachat, oui. Pour les béotiens que nous sommes, enfin que je suis, le sujet est probablement le plus complexe qu'il m'ait été donné d'étudier. Il désigne la diversité de la vie et des êtres vivants qui peuplent la biosphère. Concept difficile à vendre, vous en conviendrez, un rédacteur en chef qui a fait ses classes dans la rubrique politique, économique ou sport. D'autant qu'il n'y a pas que la diversité biologique au sens large. Le concept se ramifie en de nombreuses branches, depuis celle des individus au sein d'une même population jusqu'au biome, communauté d'êtres vivants peuplant des fractions entières de continents, pour reprendre la définition donnée par François Ramade. C'est vaste, ça part dans tous les sens, pas simple quand on doit traiter un sujet dans un texte qui fait le centième d'une thèse de doctorat. A fortiori quand le sujet n'intéresse pas les rédacteurs en chef et peu les lecteurs qui commencent, paraît-il, à trouver de nouveau que l'écologie, ça commence à bien faire. À cette complexité s'ajoute le manque d'acteurs connus et reconnus par le grand public, et donc par celles et ceux qui font nos journaux. On connaît beaucoup moins François Ramade, malheureusement, ou Franck Pourchamp, que feu le commandant Cousteau ou pour les plus anciens, François de Lagrange. Le sujet de biodiversité manque terriblement d'incarnation. Classé cause du siècle par le quotidien britannique The Guardian, le climat est riche en défenseurs qui font passer le message de la décarbonation sans être forcément suivis. En France, on connaît Valérie Masson, Christophe Cassou, James Hansen ou Michael Mann aux États-Unis, ou Corinne Lequéré au Royaume-Uni ou en France. Même chose sur le banc des politiques. Les sénateurs Ronan Dantec, la députée Delphine Batho, l'eurodéputé Pascal Canfin sont de bons clients pour parler du réchauffement aux médias. On peine à trouver leur alter ego pour la biodiversité. Je parlais d'incarnation à l'instant, c'est également vrai pour le système d'évaluation de la connaissance. Lui n'ignore plus le GIEC et ses projections, mais qui connaît l'IPBES et ses rapports? Les journalistes suivent depuis près de 30 ans les négociations climatiques, les fameuses COP climat, mais ils ne couvrent les COP biodiversité que depuis une poignée d'années, et rares sont ceux qui assistent aux COP désertification. Communiquer sur le climat peut être très simple, car il existe des indicateurs compréhensibles par tous. L'évolution des températures, des concentrations de gaz à effet de serre, les émissions, les montants à consacrer à l'adaptation et à l'atténuation, des montants jamais atteints. Rien de comparable n'existe, à ma connaissance en tout cas, pour la biodiversité. Autre difficulté, la biodiversité et certains cycles naturels ont méthodiquement été effacés du débat public par certains acteurs dont les activités entravent, voire détruisent, la diversité biologique et les cycles biogéochimiques. On peut parler des agriculteurs passés à la chimie, mais aussi de certains aménageurs qui rêvent de détourner des fleuves pour alimenter une agriculture installée en zone désertique. J'ai conscience de plomber l'atmosphère par cette introduction, mais l'espoir réside dans les panélistes de cette table ronde, car leur connaissance intime de la complexité les rend aptes à résoudre le problème de la production d'un discours mobilisant le plus grand nombre d'acteurs en faveur de la biodiversité. Les voici. Daniel Cala, vous êtes maître de conférence en économie à la faculté de droit d'économie et de gestion d'Angers. Comme défenseur d'une économie hétérodoxe, vous faites naturellement partie des économistes atterrés. Vous ne croyez donc pas que les mécanismes de marché suffiront seuls à assurer la transition écologique. Sylvie Dufour, vous êtes neuro-endocrinologue et spécialiste de la biodiversité marine. Vous avez longtemps dirigé le laboratoire Boréa pour biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques en liaison avec le Muséum national d'histoire naturelle.
Aude Farinetti, vous êtes maître de conférence en droit public à la faculté Jean Monnet Despondons de Paris-Sud. Vous êtes une spécialiste du droit de l'eau, sujet auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Et François Raman, faut-il vous présenter? Vous avez, avec Jean-Pierre Raffin, il y a bien longtemps, introduit l'enseignement de l'écologie à l'université française. Vous êtes un spécialiste mondialement reconnu d'écologie, d'écotoxicologie. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur les effets des traitements phytosanitaires sur les écosystèmes coralliens plus récemment. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, je crois que le 32e est en route, dont de nombreuses rééditions d'éléments d'écologie qui ont servi de manuel à plusieurs générations d'étudiants. François Ramad, vous êtes le plus expérimenté de cette tablée. Alors, comment analysez-vous le problème de la faiblesse des discours pro-biodiversité? Vaste programme. Je pense que il y a deux points qui l'expliquent. Le premier point, c'est que l'immensité de nos concitoyens, en tout cas la majorité de nos concitoyens, sont des citadins. Et la différence de moi-même et d'autres, ils n'ont pas vécu à la campagne, dans des zones où la nature était encore pas trop perturbée par l'homme. Alors, c'est un facteur, et la classe politique, qui n'est ni scientifique en France, et qui a des chances d'être culturellement et sociologiquement urbaine, elle est dans le même système. Alors, un autre point, c'est que les atteintes à la biodiversité ne se traduisent pas par des effets perceptibles immédiatement, comme le réchauffement climatique. Et en même temps, il y a quand même un ensemble d'intérêts particuliers qui font que, naturellement, ils ne sont pas enclins à parler trop et informer trop sur la biodiversité. Je le répète, parce qu'il y a des intérêts évidents. On a parlé de beaucoup de choses, mais quand on voit le poids de l'industrie phytosanitaire, quel inconscient pourrait penser que spontanément, l'industrie phytosanitaire va éliminer le 9/10 des substances qu'elle produit à cause de leur impact environnemental. Dans d'autres domaines, vous avez parlé des pêcheries. Derrière les pêcheries, il y a des intérêts industriels considérables. Ces intérêts industriels-là, ils ne se soucient que de quenouilles, de la biodiversité en poissons, des mers qu'ils pillent. Donc, voyez-vous, il y a une conjonction de facteurs qui conduit à, je dirais, un laisser-aller. Un laisser-aller. Et je le répète, en outre, quand on voit en France la pression, excusez-moi, quand on voit en France la pression, par exemple, des chasseurs qui arrivent à obtenir que la France a dans sa liste d'oiseaux chassables une demi-douzaine d'espèces qui sont protégées en Europe. Quand on maintient la chasse d'espèces dont il n'existe plus que quelques couples, je pense au grand de bruyère, mais les chasseurs ont un poids politique qui, dans notre pays, est sans rapport avec leur nombre, puisque de nos jours, ils sont moins de 1 million. Mais on voit que nous avons un président qui a réautorisé un ensemble de pratiques qui avaient été gagnées à force de lutte par les organisations civiles de protection de la nature. Et on revient d'un coup on change un peu des règlements, et puis voilà. Donc, voyez-vous, ce qui me préoccupe le plus, c'est que le poids de ceux qui exploitent les ressources naturelles soit tout à fait considérable et influence ipso facto les décisions des politiques. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des politiques qui viennent de la campagne, à commencer par le Premier ministre actuel, qui vient d'une ville un peu Oui. hors du temps, Ce qui n'est pas nécessairement la campagne. mais il élève des chevaux, il y a une ferme. Ah oui, oui, ah bon.
Qu'est-ce qui Oui, fait mais que François Bayrou, pour ne pas le nommer, oui, mais ignore à peu près tout des questions que l'on a traitées aujourd'hui? de toute façon, il ne s'intéresse pas à cela et le poids électoral de cela est identiquement nul. Donc, voilà. Et une démocratie, même lorsqu'elle fonctionne bien, les élus auxquels on a délégué le pouvoir se préoccupent de satisfaire ce qui correspond à la majorité des électeurs. Les choses qu'ils considèrent comme marginales, il ne faut pas oublier que quand on prend l'exemple du changement climatique, il y a de quoi être atterré. Parce que euh, la potentialité de la venue du changement climatique était connue depuis la fin du 19e siècle, avec un savant suédois qui s'appelait Svante Arrhenius, et qui avait déjà expliqué que en brûlant du charbon, on pouvait faire élever de 8 degrés C la température moyenne terrestre. Attendez, ça nous amène ça au fin du Jurassique, début du Trias, quand il faisait pratiquement 10 degrés de plus que maintenant, hein. Et il y avait eu des comités scientifiques qui, à la fin des années 60, avaient informé le Committee on Environmental Quality auprès de la Maison-Blanche que si l'on conservait la trajectoire consommation d'énergie fossile que l'on avait à l'époque, la température au début du XXe siècle, 21e siècle, serait probablement élevée de 3 degrés par rapport à la température de l'époque. On y est. On y est. On est sur la voie. On est déjà on est au milieu, au degré et demi, hein. Voilà. Donc, c'est cela qui rend le débat extrêmement difficile. Les politiques sont mis en présence des faits. Alors, ne parlons pas de Trump. Je viens d'évoquer le Committee on Environmental Quality auprès de la Maison-Blanche, chargé de conseiller le président des États-Unis pour tout ce qui concerne l'impact des problèmes environnementaux, en particulier des pollutions. Il vient de le supprimer. Il a cassé le thermomètre. C'est très simple comme ça. On n'a plus à parler du problème. Peut-être qu'on peut simplement dire que sans biodiversité, on accroît encore plus et la rapidité du réchauffement climatique et Ah bien, il est certain que la destruction des forêts, hein, et hélas, nous y sommes, hein, parce qu'il ne faut pas penser que l'Amazonie, actuellement, on a stabilisé. Lula a fait des efforts considérables pour réduire. Mais d'abord, il n'y a pas que l'Amazonie brésilienne, hein. Bon. Et euh, quand on voit cela, parce que la destruction des forêts contribue directement aussi au changement climatique. Quand vous avez en France des courants de pensée politiques qui vous disent attendez, on va revenir au bois, vous comprenez, le bois, c'est pas polluant, et en plus, c'est renouvelable. Mais avant de parler d'un problème scientifique, il faut essayer de l'étudier. L'Académie des sciences a remis l'an dernier, il n'y a même pas un an, un rapport sur l'état de la forêt française en fonction des usages énergétiques du bois, dans lequel elle démontre que la forêt française ne peut pas supporter de prélèvement de bois supérieur à ce qu'ils étaient à l'heure et qu'il faudrait même les réduire pour permettre de restaurer la forêt. Pour une simple bonne raison, on dit le bois c'est une énergie renouvelable. Mais quand vous coupez un chêne qui a 150 ans, que vous le brûlez, ça arrive, hein, en tout cas pour ces résidus, eh bien, il ne faut pas s'attendre, il faut attendre 150 ans pour qu'un chêne ait recapté le CO2 que la biomasse du chêne brûlé a libéré. C'est donc il y a certes un recyclage, mais il n'est pas à l'échelle humaine. Quand on est de toute façon au niveau du siècle et au niveau du siècle et pas à l'échelle humaine, d'autant plus qu'au moins dans les pays réputés démocratiques, le long terme, c'est la durée du mandat. Alors on ne parle pas le même langage. Nous, les écologues, ne parlent pas le même langage que les politiques en matière de temporisation. Alors, on va essayer de regarder le problème sous différents angles. Aude Farinetti, la question de la raréfaction annoncée de l'eau rend peut-être
communication sur ce plan-là de la biodiversité plus facile? On a vu qu'il y a une actualité riche en ce moment avec la publication du rapport du Haut Conseil pour la stratégie et le plan, ou le plan et la stratégie, je ne sais plus, qui montre quand même qu'on va au-devant de gros problèmes sur la sécurité d'approvisionnement. Donc, est-ce que c'est un tremplin pour mieux communiquer sur les cycles naturels, sur la biodiversité? Alors, peut-être. En réalité, quand on m'a proposé de participer à une table ronde sur les éventuels leviers, il se trouve que je suis tombée quelques jours avant sur une étude de l'Université de Pennsylvanie qui recherchait les stratégies les plus mobilisatrices pour les combats écologiques. Et leur conclusion, c'était en quelques mots que le levier le plus efficace, c'est se projeter dans l'avenir. Alors effectivement, se projeter dans l'avenir sans eau, ça peut être un levier très efficace. Parce que là, immédiatement, c'est très sensible. Hein, on sait bien qu'on a vraiment besoin d'eau, c'est assez immédiat. En revanche, ce qui ne marche pas, c'est la culpabilisation, la peur et les informations. Inonder les gens d'informations ne suffit pas et les culpabiliser ou leur faire peur ne suffit pas. Et moi, ce que ça m'a évoqué, et alors là, je ne suis plus du tout dans le droit, je suis désolée, mais ce que ça m'a évoqué, c'est Spinoza. Et le fait que nous ne sommes pas mus par la raison. Alors, je suis désolée de dire ça dans cette association. Je vais me faire chasser. Mais, et si nous étions mus par la raison, il y a longtemps qu'on aurait arrêté, en réalité. Parce qu'il y a longtemps qu'on sait. Et on sait de mieux en mieux, et pourtant, on fait de pire en pire. Il n'y a quand même pas vraiment de progrès notable. Donc, il faut bien se tourner vers autre chose. Et ce que propose Spinoza, ce sont les affects. Et c'est assez bien corrélé avec cette étude-là de l'Université de Pennsylvanie, puisqu'ils disent que à la raison, les informations ne suffisent pas, enfin, en tout cas, ne sont pas importantes. Donc, ce qui nous meut, ce ne sont pas non plus les affects tristes. Et ça, Spinoza est très clair. Il dit que les affects joyeux sont plus puissants que les affects tristes. Et l'ensemble est plus puissant que la raison. Donc, la raison, on va les laisser de côté. Les affects tristes, la peur, la culpabilité, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas la peine de faire peur aux gens en les tétanisant avec des idées de chaos, de chaleur, etc., qui finalement ne sont pas mobilisateurs. Enfin, alors que se projeter dans un avenir et voir tous les services rendus, alors pas forcément des services écosystémiques au sens économique, hein, mais se projeter dans un avenir, en tout cas peut-être heureux, dans la sobriété, ce serait sans doute le plus mobilisateur. Et ce matin, on a parlé de l'IA, et moi j'ai pensé, mais pourquoi l'IA pour faire du recensement, pourquoi pas de la science participative, qui est beaucoup plus sensible, humaine, faisant du lien, de la projection, etc. Alors que l'IA, à part consommer de l'eau et puis rendre les gens un peu plus bêtes, enfin, bien sûr que ça rend des services, hein, bon, j'entends bien, mais si on attend de ça la solution, si on attend de la déshumanisation la solution, je pense qu'il va y avoir un problème tôt ou tard. Hein. Et finalement, je trouve que Spinoza dialogue très bien avec cette étude de Pennsylvanie et c'est assez porteur, assez fécond. Et qu'est-ce que nous proposerait Spinoza comme avenir C'est raisonné. Alors, si je fais le lien avec le droit cette fois, si je fais le lien avec le droit, il me semble que c'est les communs. Les communs, donc évidemment, c'est un changement de paradigme total, c'est une véritable révolution, ce que le droit ne sait pas faire. Hein. Le droit institue, il maintient un statu quo, il est conservateur, donc je ne suis sans doute pas la mieux placée pour en parler, mais sans doute tout repenser. Mais bon, alors là, je vais peut-être être un petit peu anxiogène, alors arrêtez, puis c'est pas mon champ On a du temps pour parler. universitaire. Hein, mais oui, non, moi je crois beaucoup aux communs. Et il y a des tas de traductions des communs en droit, énormément, et qui sont beaucoup plus porteurs que l'appropriation exclusive. Cette utopie des Lumières et de la Révolution française qui montre toutes ses limites aujourd'hui, parce qu'elle a été sans doute trahie aussi, mais c'est un petit débat. En tout cas, quand on applique Spinoza à la Révolution française, c'est édifiant.
Alors, tout ça, alors, pour des tas de raisons, mais alors ça nous emmènerait très très loin, mais pour des tas de raisons, alors synthétiquement, disons que les communs, et en particulier, juridiquement, les communs, ça n'existe pas. C'est plutôt une affaire d'économistes, donc je laisserai mon voisin parler des communs comme ça. Le droit connaît le patrimoine commun et la chose commune. Et en droit, le patrimoine commun, c'est donc deux mots, hein, c'est un syncrétisme, hein, c'est une expression qui est faite de deux mots qui sont assez contradictoires en apparence, puisque le patrimoine, c'est une propriété qu'on transmet, qu'on hérite et qu'on transmet. Donc c'est une propriété. Mais le commun, ça renvoie à la chose commune, et la chose commune, c'est la chose inappropriable. Pas inappropriée, comme les choses sans maître, le gibier, le poisson dans les cours d'eau, ça c'est inapproprié. Mais l'eau des cours d'eau est inappropriable. Personne ne peut s'approprier l'eau des cours d'eau. C'est une impossibilité juridique en France. Hein. Voilà. Alors, on peut toujours s'approprier une partie qui ne remet pas en cause la substance du tout. Même en France, on peut le faire. Mais souvent dans le monde, à part en Australie où on a mis en bourse l'eau, hein, ce qui est pour moi le summum de l'horreur, hein, je dois vous le dire, comme une solution au problème. Enfin bon, bref, chacun sa culture. Hein. Dans les pays, il y a beaucoup de pays musulmans où l'eau est chose publique. Et donc, ça, c'est encore autre chose. Mais le commun, justement, ça n'est pas approprié. Et quand c'est patrimoine commun, c'est à la fois une chose qu'on va protéger parce qu'on l'a hérité, qu'on veut le transmettre. Donc, c'est la propriété dans sa version lumineuse, euh, protectrice. Voilà. Et avec le commun, ça évite les abus de l'appropriation exclusive qui surexploite, hein, c'est la tendance naturelle. Donc, quand on ajoute le commun au patrimoine, on bride un peu les velléités de surexploitation. Et à l'inverse, comme les communs, c'est la tragédie des communs, bon, vous connaissez, j'imagine, hein, de l'idée que le commun, puisqu'il n'est approprié par personne, il est voué à la surexploitation. Bon, Portalis, qui est l'un des auteurs du Code civil, lui, carrément, les communs, c'était la voie vers l'anthropophagie. Hein. Donc, finalement, c'est pas si mal. La sauvagerie et l'anthropophagie. C'est incroyable. Il faut lire les travaux préparatoires du Code civil. C'est vraiment édifiant de voir sur quel fondement tout notre droit est bâti. C'est quand même quelque chose. Hein. Bref, mais quand on ajoute donc le patrimoine, c'est ce lien avec la propriété et donc la volonté de protéger individuelle, et le commun, eh ben, on neutralise les effets pervers de chacune des deux notions et au contraire, on mobilise les vertus de chacune. Le patrimoine parce qu'on va le transmettre et le commun parce qu'on doit, puisqu'on n'a pas la libre disposition d'une chose commune, et donc d'un patrimoine commun, comme on n'en a pas la toute-puissance dessus, hein, puisqu'on n'est pas totalement maître de cette chose, eh bien l'administration peut faire prévaloir l'intérêt général. Donc on a l'intérêt général qui vient brider l'exploitation exclusive, qui elle-même s'auto-censure parce qu'il faut transmettre. Enfin bref, moi je trouve que les deux concepts sont extrêmement vertueux porteurs et très souvent dénigrés par les juristes qui disent que c'est du people, le patrimoine commun, mais ils s'aveuglent. Enfin, moi je vois des tas de traductions très concrètes de ce que fait le patrimoine commun et il est utilisé très amplement en droit français, toujours dans l'article 1er des lois, et c'est un signe, c'est un socle fondamental à mon avis. Même si ça entraîne pas mal d'incompréhension quand on parle avec des économistes, parce on utilise les mêmes mots avec les économistes, mais on ne met pas le même sens dessus, donc c'est terrible. Mais on arrive à se parler quand même, hein, je vous rassure. Enfin, pas avec tous les économistes, mais avec certains, on arrive. Mais voilà, donc pour moi, voilà, pour développer un peu sur le patrimoine commun, pas les communs vraiment, et comme une solution, ça me semble, puis ça renvoie à des tas de choses, c'est une question ça renvoie à un rapport relationnel, un rapport transgénérationnel. Ça n'a plus rien à voir avec cette conception étriquée de la propriété privée exclusive où il faut en prendre le maximum avant que quelqu'un ne se serve. Bon, on a compris, je crois que la raison de ce débat n'était pas suffisamment bien partagée. Les communs, c'est peut-être un but qui est pour l'instant relativement limité. Je vais m'adresser à David qui est là parce que
il y a des choses que nos dirigeants comprennent bien, c'est la rentabilité économique, et en tout cas l'intérêt. Et là, on nous a bien expliqué que et aujourd'hui, on investissait 500 milliards, la somme et qu'on progressait vers plus de biodiversité et plus de maîtrise du changement climatique. La somme qu'il faudra investir dans 5 ans, c'est, je ne sais pas, 2500 milliards. C'est tout de même quelque chose qui est extrêmement compréhensible. La rentabilité d'un investissement pour l'humanité dans ce genre de choses apparaît évident. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas? C'est parce que c'est une perte. Je prends la parole. Donc, tout d'abord, merci pour ces échanges qu'on a eus toute la journée. Moi, j'ai appris plein de choses, hein. Je ne suis qu'économiste. Je ne suis pas donc spécialiste des questions de biodiversité. Euh, et, et je trouve que, effectivement, toute la question qu'on se pose maintenant, c'est comment fait-on, quoi? Et maintenant, que faire? Parce qu'on a bien exposé le problème, mais on ne sait pas exactement quoi mettre en œuvre. J'entends bien ce que tu dis, Aude, sur les communs, mais en même temps, même les communs, c'est comment dire, c'est un objectif un peu à terme, et puis ça pose aussi plein de questions, hein, qui sont parce que, par exemple, les communs, ça vient du Moyen Âge, des terrains communaux, qui étaient effectivement un défaut de propriété. C'est-à-dire qu'il y avait la forêt seigneuriale, qui était vraiment l'exclusivité du seigneur. Il y avait les terres cultivables, qui étaient aussi souvent possédées par le seigneur local, ou parfois aussi par des paysans qui possédaient aussi une partie des terres. Et puis, il y avait toutes les terres pas tellement bien exploitées, et donc dont la propriété était diffuse. On ne savait pas qui était propriétaire, mais qui était exploité en commun par les villages, par les hameaux. Et donc le souci, c'est que, en fait, c'est que ce système, il a été démantelé par l'appropriation privée au Royaume-Uni pour faire de l'élevage de moutons, et il y avait un intérêt économique à cela. Et je reviens, c'est pour ça que je rebondis sur la deuxième question, c'est-à-dire finalement, on pourrait tout à fait calculer l'intérêt économique en disant, finalement, les agents économiques, ils sont rationnels, hein, on y revient. Ils voient que s'occuper de la biodiversité, s'occuper du climat, c'est un investissement rentable, puisqu'on va dépenser aujourd'hui tant de milliards, et puis qu'à la fin, on va s'épargner des coûts de tant de milliards. Et en même temps, eh bien, on ne sait pas le faire. Et j'ai envie de dire, on ne sait pas le faire, même si les économistes nous disent, et je pense par exemple à un économiste prix Nobel d'économie qui s'appelle William Nordhaus, qui a justement établi un modèle. Alors ce modèle est très critiquable par ailleurs, mais dans lequel il dit le coût de la non-action est extrêmement élevé, et donc il faut agir, parce que sinon, ça va nous coûter plus cher. Et en même temps, on élit Trump, et enfin, pas nous directement, mais bon, cela dit, l'Assemblée nationale qu'on a élue voilà, est aussi en train de démanteler pas mal de dispositifs écologiques. Et en fait, l'un des soucis en économie, c'est que nous sommes très bons pour être capable de comparer deux États. L'État A, l'État B. On peut dire, on fait des calculs d'optimisation, on peut dire, voilà, l'État A, on a tant de richesses produites, l'État B, on a moins de richesses produites, donc l'État A est meilleur que l'État B. Et donc ça, les économistes sont super bons, ils vont dire, voilà, puis ils peuvent faire A, B, C, D, etc. Mais après, le problème, c'est comment fait-on pour passer de l'État B moins bon à l'État A meilleur? Et bien ça, en fait, c'est tout un problème qui dépasse, en fait, ce que les économistes peuvent dire. Et en réalité, on pourra calculer tous les milliards qu'on veut, ça ne change rien. C'est-à-dire que ça reste extrêmement abstrait. L'économie, j'avais préparé un petit truc là, mais l'économie, en fait, c'est la science de la richesse. C'est-à-dire qu'elle nous dit comment produire des richesses, comment les distribuer dans la société. Mais à partir de là, eh bien, on a une façon d'envisager l'économie qui s'est un peu restreinte. C'est-à-dire que la question de la richesse, déjà, est une question complexe. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Déjà, cette question-là, elle est extrêmement importante. Donc, du coup, elle est extrêmement complexe. Donc, du coup, ils s'intéressent ensuite très souvent, ils se disent, finalement, la question, on peut la réduire à la question de l'allocation des ressources. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est quel type d'allocation de ressources, comment on va distribuer les ressources dont on dispose de la meilleure façon possible. Si je reviens à la question de la biodiversité, on peut considérer la biodiversité comme une ressource. Alors, pas simplement pour les services écosystémiques qu'elle offre à l'humanité, mais aussi en tant que telle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on veut préserver, hein. Tout à l'heure, on parlait de Mozart. Hein, voilà, Mozart en soi est une ressource, hein, au sens où c'est un bienfait pour l'humanité. Et donc, on veut le préserver et on veut être capable de pouvoir encore écouter Mozart. Donc, on subventionne des concerts qui vont jouer du Mozart, si je file la métaphore. Et puis ensuite, vous voyez, on est passé de la question de la richesse à la question de l'allocation des ressources. Et en fait,
quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en économie, c'est qu'on a encore réduit la question en disant, finalement, le marché, c'est un dispositif d'allocation des ressources. Le marché permet de créer des prix, donc donner des valeurs aux ressources et de permettre les échanges et d'avoir une allocation optimale. Donc maintenant, on en est réduit à dire l'économie, ce que doit faire l'État, c'est d'organiser des marchés de manière à ce que les marchés soient pertinents dans leur mécanisme d'allocation et de détermination de la valeur et des prix. Et là, en fait, c'est ce que j'appelle moi le néolibéralisme. C'est-à-dire le néolibéralisme, c'est une doctrine qui dit l'État doit organiser des marchés de manière à ce qu'ils soient performants. Et quand on analyse les choses comme ça, eh bien, la biodiversité, ça pose un problème. Parce que la biodiversité, la protection de la biodiversité, donc c'est une ressource, tout le monde est d'accord pour le dire, mais elle n'est pas allouée. Elle n'est pas. Et en fait, ce que les individus vont faire comme activité économique va avoir un impact sur quelque chose qui n'appartient à personne, ou qui appartient à tout le monde, qui est un commun, on pourrait dire. Mais qui, du coup, il n'y a personne qui va dire « Ah, je suis atteint dans mes ressources parce que vous avez pollué vous avez diminué le nombre d'insectes dans la forêt des parcs naturels. On disait tout à l'heure qu'en Allemagne, effectivement, cette étude avait montré que 80% de la population d'insectes avait disparu en quelques décennies. Et donc, le problème qu'on a, c'est comment fait-on pour trouver un mécanisme qui prenne en compte dans le mécanisme du marché, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'est l'économie, c'est la mondialisation, c'est le marché global. Comment fait-on pour prendre en compte des choses qui sont en fait totalement extérieures à ce marché? Et en fait, le souci qu'on a, c'est que justement, la vision du marché, elle met en avant les intérêts particuliers. Parce que le marché, c'est un système de médiation d'intérêts particuliers. Par la concurrence, on va chercher chacun à maximiser son utilité. Et d'ailleurs, du coup, c'est aussi quelque chose qui ne reflète pas que de la raison, l'utilité. C'est aussi des choses qui sont de l'ordre de l'émotion, de l'émotionnel, de la joie, du plaisir. On pourrait reprendre Spinoza, puisque derrière, il y a des pulsions de consommation, de bien-être, d'appropriation de certaines choses. Et donc, les économistes sont très contents d'avoir trouvé le marché comme instrument de médiatisation des intérêts particuliers. Et du coup, ils oublient complètement la question de l'intérêt général, et qui dépasse la somme des intérêts particuliers. Et donc, le souci qu'on a aujourd'hui en économie, c'est que les économistes ne savent pas quel instrument mobiliser parce qu'ils sont tellement imbibés de cette idéologie que le marché doit fonctionner et le mieux possible, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire que parfois le marché ne fonctionne pas. Mais par exemple, la question du changement climatique, elle est assez facile à intégrer dans l'économie. On dit, il y a un préjudice, il y a une émission de CO2, ça crée un coût. C'est exactement ce que fait William Dordos, donc l'économiste prix Nobel dont je citais. Il dit, il y a un coût de l'émission du CO2, donc on va mettre un prix au carbone. Et comme ça, le marché va pouvoir continuer de fonctionner en intégrant le coût écologique de l'émission de gaz à effet de serre. Mais quand il s'agit de la biodiversité, ça ne marche pas, en fait. Le mécanisme qui consiste à évaluer quantitativement le prix ou le coût de la destruction de la biodiversité, il est impossible à faire. Parce que la disparition d'une espèce, peut-on l'exprimer en millions de dollars et même, si elle n'a pas d'effet sur le PIB, alors on ne peut pas la quantifier. Parce que ce que fait William Dordos, c'est qu'il dit que les émissions de CO2 vont avoir un effet négatif sur le PIB. Donc, on peut calculer le coût. Mais la biodiversité n'a pas toujours d'effet, en tout cas pas direct. Donc, du coup, on se retrouve face à un problème qui est la question de l'intérêt général. Et pour moi, l'intérêt général, elle doit être incarnée dans les institutions. Et les institutions, ce n'est pas que le marché et la médiation des intérêts particuliers. C'est des choses qui doivent être un peu transcendantes. Et j'en terminerai parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole sur ce débat. Mais j'habite à Angers et nous avons un économiste proche d'Angers, enfin un juriste proche d'Angers qui s'appelle Alain Suppiot, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La gouvernance par les nombres. Donc, il est professeur à Nantes et il pose la question du marché global et de la transcendance. C'est-à-dire qu'il dit en fait le système néolibéral, alors, il n'emploie pas ce terme, mais on pourrait l'utiliser, c'est un système dans lequel on a une équivalence de tout. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système de marché, ce qu'il appelle le marché total, c'est-à-dire un système où tout est équivalent à tout. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mesurer, quantifier en monnaie la perte d'un écosystème, la perte d'une espèce, et du coup trouver des équivalences monétaires. Et il dit ça, c'est ce qu'il appelle un monde plat, un monde d'équivalence. Et en fait, il dit le souci, c'est que le droit à l'origine n'est pas fondé sur ce principe d'équivalence. Ça, c'est le principe de l'économiste, du marché. Et normalement, il y a une transcendance.
en fait, dans l'ordre juridique. Il y a des valeurs en fait, qui expliquent normalement, en théorie, la manière dont le droit se définit. Et en fait, les économistes, ils sont devenus tellement importants qu'on arrive maintenant à dire le droit n'est pas efficace. On fait du law shopping, c'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en concurrence les systèmes juridiques eux-mêmes, et du coup, le droit lui-même devient un système qu'on peut échanger, dans lequel finalement les entreprises peuvent faire leur marché en allant plutôt dans tel pays parce que la législation est plus favorable ou tel autre. Et donc, en fait, ce qui pose le problème de la biodiversité, j'en arrête là, c'est la question du manque de transcendance. C'est-à-dire que quand on organise un monde plat, un monde de l'équivalence, de l'échange, eh bien, on oublie que parfois, ce que Suppiot parle aussi d'hétéronomie, parfois, il y a des systèmes qui ne sont pas sur le même plan. C'est-à-dire que la disparition d'un écosystème ne peut pas juste être compensée par un prix, une pénalité qu'on va faire payer aux pollueurs. Voilà, donc la question, c'est, finalement, j'en termine, les économistes, en fait, ils ne savent pas vraiment répondre à cette question parce qu'ils ont réduit leur réflexion, au départ, la richesse qui pouvait intégrer la question de la biodiversité à la question de l'allocation du marché. Et là, forcément, bah, du coup, on ne peut plus réintégrer toute une dimension de la richesse qui n'apparaît pas dans le marché. Je suis bien évidemment d'accord avec ce que vous avez dit. Néanmoins, même si on réduit l'ambition à ce qui est mesurable, ça suffit. Ça suffit pour montrer que ça serait incroyablement bénéficiaire, même sans être les aspects transcendants. Et pourtant, on ne le fait quand même pas. Donc, avant même d'avoir la difficulté plus grande d'inclure la transcendance dans un nouveau système, on a déjà un blocage, selon moi, à beaucoup plus court terme, où les chiffres ils ont été présentés. C'est une évidence. Le problème, pour moi, c'est un problème d'échelle de temps. C'est des bénéfices à une certaine échelle, et le politique, son échelle de temps, c'est 2 ans. Voilà. Donc, il me semble que le vrai problème de l'action, c'est comment cette dysynchronie des temporalités, si vous permettez l'expression. Enfin bon, moi, c'était ma réaction, même si je suis par ailleurs d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste une phrase. Oui, vas-y. Juste une phrase. Dans Nordhaus, j'ai oublié de le dire, il y a un taux d'actualisation, c'est-à-dire une préférence pour le présent. Et la préférence pour le présent est quasiment à 4% par an, ce qui veut dire que les coûts de dans 50 ans, relativement à aujourd'hui, ils disparaissent quasiment totalement. Et ça, c'est un choix idéologique. Ça biaise tout le calcul. Voilà, mais même avec ce calcul, il arrive à dire que ça vaut le coup quand même d'avoir une taxe carbone. Mais ensuite, il y a un autre souci, c'est la démocratie, c'est-à-dire que en fait, pour arriver à ça, il faut investir davantage, c'est-à-dire il faut décarboner, il faut réduire, comment dire, il faut démarchandiser, je pense, une partie du foncier, c'est-à-dire ne pas exploiter, hein, c'est ça le principe des réserves, et ça crée des coûts à court terme importants pour toutes les entreprises, pour toutes les personnes qui possèdent justement des droits d'exploitation dans certains endroits. Et là, c'est même pas une question de calcul courant, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à s'opposer à des intérêts particuliers, voilà, parce que c'est les intérêts particuliers eux-mêmes qui ne veulent pas, et parfois même les consommateurs qui ne souhaitent pas. Mais quand bien même les intérêts particuliers voudraient aller dans le bon sens, voudraient décarboner ou voudraient protéger la biodiversité, aujourd'hui, la finance privée, qui est quand même le nerf de la guerre, ce n'est pas l'État qui va payer tout ça, c'est le privé, considère que l'essentiel des investissements réalisés ne sont pas rentables, tels que c'est conçu. Ce qui veut dire, en France, c'est les 2 tiers des investissements qui ne sont pas rentables, donc ils ne seront pas faits et il ne faut pas se voler la On face. peut tout à fait faire des investissements non rentables par l'intermédiaire de l'État, justement. C'est lui qui fait les investissements non Ça ne rentables. sera pas l'essentiel. Bah, en fait, quand C'est on pas regarde, l'État qui va quand on regarde, construire 39 millions de maisons. alors les maisons sont souvent rentables, hein. Mais par Oui, exemple, tous les sur 20 transports ans. publics, tous les investissements qui ont été réalisés dans ces 20 dernières années sur les transports publics, regardez comment les centres-villes sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est pas rentable. C'est des politiques publiques qui les ont mis en œuvre. Le souci, c'est que améliorer le centre-ville, tout le monde voit comment dire, tout le monde peut en bénéficier directement. Mais sauver le climat, finalement, on tombe sur un autre problème. C'est-à-dire que même si c'est rentable, ça ne se voit pas directement et ça n'est pas demandé, exigé par les gens, en fait. Mais le fait que ça soit non rentable ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. Il y a plein de choses non rentables qui ont été faites, en fait. Et si on prend, la référence de William Nordhaus, il dit quand même aussi une chose simple, c'est que les coûts pour l'économie mondiale ne seront pas finalement très importants
en deçà d'un réchauffement de 4 degrés. 4 degrés, c'est quand même la fourchette haute. Oui. C'est ce qu'on va subir à la fin du siècle en France. Alors, il a changé son modèle parce que ça, c'était vrai dans l'ancien modèle, mais il a changé. Il a pris ça il n'y a pas très longtemps. 2024, il a changé son modèle et maintenant, il dit 2,6 degrés. Et alors, ça veut dire qu'en 5 ans, son calcul d'optimalité, il est passé de 3,6 à 2,6 degrés. Donc, ça veut dire que c'est pas très sérieux, en fait, tout ça. Puisque dans 5 ans, si ça se trouve, voilà, on aura déjà dépassé. Mais oui, au début, il disait quasiment, je crois que c'est à peu près 3,6 degrés. L'optimalité du réchauffement climatique, c'était plus 3,6 degrés. Et les scientifiques disaient, mais 3,6 degrés, on va tous mourir. Donc, comment ça peut être optimal? Bon, mais ça, c'est les calculs avec le taux d'actualisation dont j'ai parlé. Ça fausse tout, évidemment. Donc, après, en gardant le même modèle, il a réévalué son calcul et il arrive maintenant à 2,6 degrés, ce qui est déjà un peu plus cohérent, on va dire, avec les trajectoires actuelles. Mais bon, en fin de compte, le problème, c'est un problème méthodologique. C'est que si cette même méthode donnait 3,6 degrés, elle ne peut pas être bonne aujourd'hui, même si elle donne 2,6 degrés. Voilà. Mais ça, c'est la vision un peu court-termiste, coût-avantage. Et en plus, ça s'applique au climat, mais ça ne s'applique pas tellement à la biodiversité. Et curieusement, 2,6 degrés, c'est à peu près la stabilisation du réchauffement qu'on aurait si tous les gouvernements tiennent leurs promesses. Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et donc, il est très content de ce chiffre-là. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe, en fait, de toute façon. Sylvie Dufour, l'océan a bénéficié d'une formidable fenêtre médiatique ces derniers jours avec l'UNOC 3 qui s'est déroulée à Nice pendant 2 semaines, qui a donné lieu à quelques résultats dont vous pourrez nous donner la teneur. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer finalement ou lancer un vaste effort de préservation des espèces marines et de l'écosystème? Donc, je vais répondre à votre question, mais avant, pour poursuivre le débat général, comme disait François, l'alerte sur le climat, ça fait quand même un siècle qu'elle a commencé à être donnée. L'alerte sur la biodiversité est plus récente. Le mot même biodiversité est très récent. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire, le climat, ça marche et la biodiversité, ça ne marchera pas pour convaincre et instruire le public. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Spinoza. Je pense qu'effectivement, il faut montrer du bonheur. Émerveiller, c'est la devise du muséum. Émerveiller, mais émerveiller pour instruire. Et moi, je crois énormément en l'instruction. Et l'instruction de tous les âges. Et je pense que les gens sont parfaitement capables de comprendre le changement climatique, parfaitement comprendre la biodiversité, ce qui lui arrive. Et je crois qu'il ne faut pas du tout renoncer à un discours instructif, éducatif, tout en démontrant à quel point c'est beau, intéressant, important pour le bien-être. Et pour ce qu'on disait des financements, je pense qu'il y a des valeurs, mais pas valeurs monétaires, pour l'humanité, comme l'éducation, la santé et l'environnement, qui, de mon point de vue, doivent être prises de la même façon, c'est-à-dire pas être confiées à des investissements privés uniquement. Ça fait partie des valeurs des sociétés humaines dont les États et les citoyens qui votent pour les personnes qui dirigent ces États doivent être en charge. Et ça, je crois que c'est quand même un concept très important de ne pas laisser la question environnementale uniquement une question monétaire, parce qu'on ne s'en sortira pas avec des intérêts très forts particuliers. Comme on en a parlé un petit peu, hein, la FNSEA pour l'agriculture, pas localement, mais généralement, la grosse industrie de la pêche, y compris française, hein, c'est des intérêts énormes. Donc, il faut que cette question-là sorte de la comparaison uniquement rentabilité. Donc, c'était déjà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et par rapport à la question des biens communs et du commun, je vous redonne. Donc, chaque année au muséum, on fait un manifeste sur une question qui est à l'interface de questions environnementales, de la nature et sociétales. Donc, il y en a eu un, ça a été montré sur Une planète sans nature, il y en a eu un sur la violence. Et donc, cette année, on l'a fait sur l'océan, avec cette notion de commun, justement. Et à l'heure actuelle, il y a encore toute une grande surface de l'océan et une profondeur qui n'appartient à personne. Et on a quand même une chance avec ce sujet-là de sensibiliser les gens à la notion de quelque chose qui appartient à tous, mais pas à personne, et qu'on doit transmettre.
par rapport à ailleurs sur des continents où tout est déjà éventuellement réparti en propriété privée, où c'est encore un peu plus difficile de revenir en arrière. Donc, c'était par rapport à ça. C'est une notion vraiment très importante. Et il y a des réflexions, par exemple, il y a pour des grands fleuves de leur donner un statut juridique qui aide à ça. Et on y pense pour la Seine. Mais il y a aussi des réflexions à l'heure actuelle, par exemple, pour la Méditerranée, de donner un jour un statut à la Méditerranée, ce qui fait qu'une atteinte à la Méditerranée sera une atteinte. Voilà, je laisse après. Mais je pense que même si c'est loin, c'est des réflexions très importantes. Et il faut les avoir, et il faut les avoir alors là, c'est mon autre point, dès le plus jeune âge. Je ne suis pas convaincue qu'il fasse uniquement convaincre nos décideurs. Je pense qu'il faut qu'on convainque les citoyens, qui sont des gens qui votent, et qu'on instruise et convainque les enfants, qui souvent sont des porte-parole dans leur famille pour expliquer des questions environnementales et de la biodiversité auxquelles ils sont souvent plus sensibles que les parents. Mais on a vu, par exemple, en Europe, il y a 4 ou 5 ans, des formidables marches de jeunes gens, justement, d'étudiants, d'écoliers en Belgique, en France, en Scandinavie. Certaines de ces marches ont donné des résultats tangibles, hein. Ils ont été très, très, très attaqués, hein, de façon Très, extrêmement très violente, hein, pour dire que je pense que ça a de l'importance, sinon ils auraient été ignorés, hein. Mais par exemple, en Belgique, le gouvernement a changé la loi suite à ces manifestations qui réunissaient des dizaines de milliers d'écoliers, d'étudiants chaque semaine. Est-ce que j'en reviens à l'UNOC, le sommet de l'ONU sur l'océan, est-ce que selon vous, ça peut aider à justement susciter une sensibilisation et à faire en sorte que de plus en plus d'acteurs de la société s'engagent en faveur de l'océan? Disons que ça, ça a permis effectivement d'avoir une fenêtre sur l'océan. L'océan, beaucoup de gens ne voient pas la mer, n'ont jamais vu la mer, hein. Et donc, dire il faut protéger l'océan, la biodiversité, ce qu'il y a dedans, à des gens qui ne l'ont jamais vu, n'ont aucune chance d'y aller, c'est déjà un challenge. C'est pour ça que pour revenir toujours à mon, ma conviction, c'est que, par exemple, il faut donner à tous les enfants la chance d'aller au moins une fois à la mer. C'est pas parce qu'on est né dans le 9-3 qu'on n'ira jamais voir la mer. Mais il faut aller à la mer dans un cadre euh, économe, sobre et avec de l'instruction avec. Parce que c'est le problème de la diffusion. Avec l'UNOC, il y a eu beaucoup d'émissions, d'interviews, de télé, de radio sur l'océan, des expositions de photos, des films, mais rien ne remplace le contact d'un être humain avec un environnement. Et c'est pour ça que dans ce contexte, il y a des fois des formulations comme ça veut être terrible, un tourisme de masse à la mer. Tourisme de masse, c'est déjà très méprisant pour les masses dont on parle. Mais je pense que c'est important que tout le monde ait une chance d'aller en forêt dans sa vie, d'aller au bord de la mer et de comprendre ce que c'est. Et c'est sérieux, c'est vraiment des choses à faire. Alors, par rapport à la forêt, qui est déjà plus près d'ici, par exemple, il y a des programmes de sciences participatives au muséum sur l'acoustique, la bioacoustique pour comprendre qu'une forêt, c'est pas simplement des arbres, ce qui est déjà énorme, hein, parce que le faune des arbres et des plantes est gigantesque pour le climat, pour tout, mais c'est aussi tout ce qui y habite. Et donc, il y a des travaux sur ce son de la forêt et de la science participative où les gens vont pouvoir aller en forêt, écouter des sons. Déjà, il faut qu'ils se taisent un peu pour voir s'ils vont écouter des sons. Ils écoutent et après, avec les chercheurs, leur son va être étudié. Donc, je pense que c'est quand même très important. Comme vous disiez, les gens vivent en ville, ne sont plus à la campagne, n'ont plus la connaissance de ça. Et parce que, alors on va peut-être revenir à de la rentabilité, mais il y a quand même des études assez sérieuses qui montrent que le contact dans un environnement sain, riche comme ça, est très bon pour la santé mentale et la santé physique. Donc, même de ce point de vue-là, c'est un bénéfice. Il y a des pays en Europe où on prescrit, le médecin peut prescrire des heures de pause pour aller se promener en forêt, pour donner un exemple. Donc, même de ce point de vue-là, c'est important. Donc, je pense que c'est faire aimer, faire connaître, faire aimer et faire comprendre.
la biodiversité, c'est ce qu'il faut faire depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, y compris nos décideurs. Mais il y en a, je pense que même s'ils ont compris, ils ne le feront pas. On a quand même eu, pour reparler du climat, on a quand même eu du mal. On a quand même eu un ministre Allègre, et à ce moment-là, l'Académie des sciences, qui disait qu'il n'y avait pas de changement climatique. Pas- Hein. L'Académie des sciences, oui. Je Voilà. jamais généralisé. Parce qu'elle Ah oui. est verrouillée par un certain Bah oui. Il ne représentait peut-être pas l'intégralité de l'Académie, mais l'Académie, moi, Ouais. c'est celle qui t'a présenté, elle est climato-sceptique. Oui. On Oui. peut dire ce qu'on veut. Est-ce qu'elle a émis Oui, 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 oui. Ah, Mais attendez, oui, parce qu'il y a Oui. c'était une manipulation, y compris du secrétaire général, qui a réuni un comité avec essentiellement des climato-sceptiques pour élaborer la position de l'Académie. Excusez-moi, il faut quand même- oui, il faut quand même dire la Non. chose. Mais c'est pour ça que j'insiste Ah non. qu'on vient de loin. Fort heureusement, on est arrivé à un héritage de ce type de pression. Et on est un peu changé, mais le dégât est fait en termes de crédibilité. Oui, de la oui. qualification. Il va falloir des rames. C'était quand? C'était quand? Mais il Même le quand fait. Allègre. Voilà. Il n'y avait pas que non, c'est pas grave. Courtillon. Oui, 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 oui. Courtillon. Pas mal. Oui. Mais bon, C'est Courtillon. c'était important. Oui, elle a été mouillée jusqu'au bout. Oui. Et moi, je vois. Si la majorité des membres, Oui, les membres, elle a oui. D'accord, d'accord, d'accord. néanmoins, Oui, oui. était la honte internationale. On va me le dire. Moi, je suis pas mal à l'étranger. Je suis d'un pays où l'Académie des sciences était climato-sceptique. Enfin, en tout cas, ce qui sortait. Il y a quand même de quoi être malade. La Peut-être majorité. que le rationaliste, c'est une manière de sauver l'honneur. Et ça fait du dégât et du retard, parce que je vois moi-même, quand je discutais même dans ma famille et autour, des gens qui écoutaient, ils me disaient, mais enfin, l'Académie a dit ça, donc on n'est pas sûr. Donc ça a quand même fait du dégât à long terme dans la transmission des informations. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas, cette différence entre climat et biodiversité, je suis tout à fait pas inconfiante qu'on va y arriver, quoi. On va y arriver à faire passer les messages. Alors l'UNOC, bon, l'UNOC, c'était aussi une vitrine pour Macron. Hein. Oh, c'était une vitrine politique quand même. Hein. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose d'international pour l'environnement, oublié. Mais avec à nouveau de la honte, hein, parce que c'était donc la France, l'UNOC, Macron, et en même temps, juste 15 jours avant, la ministre du ministère à très long nom, qui a réautorisé, c'est un peu comme ce que vous disiez quand on change, au suivi, au cas par cas, l'autorisation de chalutage dans les zones strictes d'air marine protégée. Donc, 15 jours avant le démarrage de l'UNOC. Donc, le discours, là encore, était extrêmement brouillé. Et les délégations internationales se sont fait un plaisir de le signaler quand même, hein, que la France reçoit et donne, dit qu'elle donne l'exemple et ne le donne pas en fait. Tout comme ce dont on a parlé tout à l'heure, ce qui est mis sous le nom d'air marine protégée. Alors bon, par contre, ça permet de, de faire une fenêtre là-dessus. Il y a eu aussi la réunion comme c'était à Nice, il y a eu juste avant l'UNOC la réunion des villes côtières. Et donc, comme je disais, les villes côtières sentent ce qui se passe avec le changement climatique et aussi. Et ça a été quand même pas mal parce qu'il y a eu les maires des grandes villes des États-Unis qui ne peuvent plus agir dans ce sens avec leur gouvernement. Donc, il y a eu quand même des choses importantes comme ça. Il y a eu vraiment des réunions internationales avec des gens motivés. Il y a eu donc cette poursuite de la discussion sur la haute mer, que la haute mer reste quelque chose d'international et ne soit pas découpée en tranches par ceux qui ont les moyens d'y aller ni aillent. Donc, c'est ce fameux BBNJ, bon, qui est limité quand même, hein, parce qu'il y a des sociétés internationales de pêche qui ont pour l'instant encore leur possibilité d'y aller. Mais c'est quand même important, c'est de marquer le coup que c'est un bien commun pour l'instant, la haute mer. Et puis la discussion, comme je disais tout à l'heure, sur la possibilité de mettre en place des aires marines internationales dans des zones vraiment d'importance extrême, à la fois écologique pour le climat et pour la biodiversité, comme l'Antarctique en particulier. Donc, ça, c'est quand même des avancées importantes qui ont été discutées. Il y a eu la question de l'exploration minière des grands fonds, donc de faire un moratoire pour au moins voir où ça va être fait, quand si c'est fait. Mais pareil,
Le gouvernement américain, c'est Oui. déjà assis dessus. Mais après, si on fait rien parce que Trump dit qu'il le fera pas, c'est pas non plus une solution, quoi. Donc, sensibiliser aussi un grand nombre d'États et de gouvernements à avoir c'est ce qui est ressorti aussi de l'UNOX, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément suivre ce qu'allait dire Trump, qui d'ailleurs a interdit à ses scientifiques de venir au colloque. C'est pour la première fois, l'UNOC, il y en a tous les 3 ans, hein. La dernière fois, c'était à Lisbonne avec le Kenya. Là, c'est la France avec le Costa Rica. Et pour la première fois, ça a été précédé d'un colloque officiel scientifique, ce qui était une façon de dire aussi que les décisions politiques, parce que l'UNOC, c'est politique, sont censées s'appuyer sur des données scientifiques. C'était un message par cette combinaison que je trouve assez bon. Donc, c'était l'initiative du gouvernement de faire ça. Mais donc, il y avait des keynote speakers qui devaient venir de l'ANOAA. Enfin, l'ANOAA, c'est cette agence assez extraordinaire de recherche et d'études des États-Unis sur l'océan et le climat, qui est complètement en ce moment Ah ouais. sabré par Trump. Mais donc, ils n'ont pas eu le droit de venir. Il y en a qui sont venus comme s'ils venaient en touriste, quoi. Et encore, ils risquent d'avoir des ennuis au retour. Mais ça a montré qu'il y a quand même beaucoup d'autres pays qui sont concernés par ça. Comme je montrais, il y a tous les petits pays des îles qui sont déjà en train d'être les pieds sous l'eau, qui s'intéressent à ça. Qui aussi tous les pays qui vivent des ressources, si on parle des ressources marines côtières qui sont surexploitées par des pêches industrielles qui sont concernés. Donc, disons que le bon point de ça, c'est d'informer à la fois le public et d'insister sur l'importance de ces enjeux-là. Si l'on considère que l'éducation des générations qui viennent est l'un des leviers les plus puissants pour finalement changer nos façons de faire, y a-t-il des pays qui sont pionniers dans l'éducation à l'écologie, aux sciences marines, au climat, à la biodiversité? Pays scandinaves. Les Scandinaves. Le pays scandinave. Ils sont en train de régresser en Suède, là, ils régressent à fond Ah avec oui, l'écologie. mais oui, mais ils ont des amis de Trump au pouvoir, hein. Non, mais Ils ils ont dit. fait des décisions, là, récentes, pareil, assez. Mais Trump au pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Monsieur, au troisième rang. il peut parler là, il peut parler là. J'entends mal. C'est sur un diapositive. Voilà. Ah oui. Et sur ce tableau, Oui, entre la ligne la plus basse, Oui. c'est-à-dire protégée à la fois pour le Oui. bien-être des générations futures c'est et celui de la nature, oui, et la ligne qui est juste au-dessus, oui. quelle modification voyez-vous dans la façon de faire société et de faire société d'une part et des rapports avec la nature? Est-ce que vous pouvez éclaircir? Alors, Parce que moi, j'en suis resté, personnellement, je suis peut-être traité d'un vieux conservateur, mais moi, je reste à la ligne juste au-dessus. Donc, La ligne quels arguments me au-dessus, donnez-vous pour passer à la ligne tout en bas? la ligne au-dessus, oui, d'accord. Ben, la ligne tout en bas, c'est, je dirais, le meilleur des mondes de l'activité humaine, où on aurait exclu évidemment les sources d'énergie carbonée et où il y aurait un usage rationnel et raisonnable des ressources non seulement renouvelables, mais aussi non renouvelables via le recyclage. Parmi l'océan de la dilapidation des ressources naturelles telles que les choses se pratiquent actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de ressources minérales qui sont très critiques. En particulier, il ne faut pas oublier que le développement d'énergie renouvelable implique un recours à des éléments minéraux qui sont des métaux des terres rares, qui par définition ne sont pas fréquents. Mais ça va au-delà, parce que il est bien évident que la sortie
des combustibles fossiles, ça implique un recours massif à l'électricité. C'est très évident. Et tant mieux d'ailleurs, puisque, entre autres, ça éviterait pas mal de pollution dans les centres urbains. Mais, et entre autres. Mais, développer l'électricité, ça veut dire tirer des lignes supplémentaires et on bute sur une ressource, un métal qui n'est pas une terre rare, le cuivre. Si l'ensemble du monde actuel se met à développer l'électricité de façon majoritaire comme source d'énergie primaire, eh bien, on va avoir de sérieuses difficultés pour trouver des conducteurs. Alors, vous me direz, il y a toujours des alternatives, entre autres, si l'on n'a pas assez de cuivre, on peut utiliser l'aluminium, qui est aussi un excellent conducteur. Mais ça suppose des changements stratégiques, vous entendez, dans l'industrie électrique. D'abord, tout simplement parce qu'actuellement, nulle part, vous avez une seule usine qui va faire 1 mètre de câble en aluminium. Donc, c'est plus facile d'y faire. Là, on est dans des pas de temps qui se chiffrent en décennies. Et le problème, c'est que le changement climatique est actuellement d'une vitesse telle qu'il faut sans faute essayer de diminuer au maximum notre empreinte carbone. Mais je pourrais vous citer des quantités de métaux, des terres rares, il y en a 18 si ma mémoire est bonne, qui sont indispensables à des tas d'activités. Que vous rappellerez que le scandium, qui est le premier élément de la classification périodique des terres rares, eh bien, il est indispensable à l'industrie nucléaire, par exemple. Mais il a d'autres applications. Hein. Qui a entendu parler du gadolinium? Eh bien, le gadolinium, si vous n'avez pas de gadolinium, il n'y a pas d'IRM. Parce que c'est le contrastant. Vous voyez? Donc, tous ces problèmes-là sont très complexes. Et de penser qu'il suffit de dire, eh bien, on va faire ceci plutôt que cela, de toute façon, on a des pas de temps qui sont considérables et qu'il faut raccourcir déjà. Mais il y a aussi l'évaluation des ressources. Ça peut être pour la sobriété. Ah bien, de toute façon, la sobriété est un élément essentiel aussi pour la conservation de la biodiversité. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Je suis désolé, c'est tout à fait passionnant, mais je pense qu'il va falloir conclure. Je pense. Parce que je ne voudrais pas laisser sans. Je peux parler fort, hein. Non, je voudrais pas laisser penser que Spinoza, ou en tout cas dans ma bouche, parce que ça aurait été vraiment le trahir. J'ai dû bien mal m'exprimer. Il ne s'agit pas de considérer que l'éducation doit être supprimée et que ça ne sert à rien. C'est vraiment pas ce que je voulais dire. Mais en revanche, et c'est exactement ce que vous dites, hein, il faut aller en contact avec la nature, aller en forêt, aller dans la mer et apprendre. Et ce n'est que mu par cette émotion d'un rapport sensible et par ce qu'il faut quand même appeler une forme d'amour, qu'avec ça, les connaissances, on va les mettre au service de la protection. Donc les deux vont de pair, bien sûr, il ne s'agit pas de reléguer la connaissance au rang de coquetterie, hein. Ce n'était pas du tout mon idée. Hein. Dites-la.